Pour moi, c'est une immersion dans un programme pour vraiment comprendre tout ce qu'on peut faire dans l'aviation. Souvent, on voit que le Rafale qui est arrivé au fin fond de l'Australie. Il y a tout un écosystème autour de cela et le brevet d'initiation aéronautique qui permet de le découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du BIA. Donc, le BIA, vous savez tous ce que c'est. Brevet d'initiation aéronautique. Et nous allons voir au cours de cette émission que le BIA, c'est beaucoup plus qu'un simple diplôme académique de l'éducation nationale. Et pour parler du BIA, je suis heureux d'accueillir sur le plateau de Jumpseat Hugo Noël. Eh bien, bonjour Gilles, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et donc Hugo, toi, tu es le fondateur d'Ambassadeur. Alors, très rapidement, en 2 mots, Ambassadeur, c'est quoi ? Ambassadeur, c'est né il y a une vingtaine d'années. Je l'ai fondé en fait il y a une vingtaine d'années pour justement pouvoir partager avec les futures générations, avec les jeunes et les moins jeunes, j'ai envie de dire, des informations qui soient justes, qui soient pertinentes et qui soient à jour sur le monde de l'aéronautique. Et y compris, bien entendu, ça commence par le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, dont on va parler. Le brevet d'initiation aéronautique, c'est un peu le socle d'Ambassadeur, donc. Le brevet d'initiation aéronautique, c'est ce qui nous a lancé, entre guillemets, parce qu'il manquait un petit peu de formation à ce sujet il y a une vingtaine d'années, et c'était un petit peu l'inconnu pour les jeunes. C'était difficile de se renseigner sur le monde de l'aéronautique, ça l'est encore un petit peu, ça l'est encore un peu opaque, et qu'on a continué, on a voulu vraiment le faire connaître au plus grand nombre. Et c'est effectivement le socle, d'une certaine manière, de Ambassadeur au départ. Alors, je dis bonjour donc au chat. Togalok qui nous suit depuis Boston. Alors, Togalok, toi, quand tu as vu son nom, tout de suite, t'as... Alors, Togalok, pour moi, ça a été Airbus directement, puisque j'ai 5000 heures de Boeing et à peu près 4000 heures d'Airbus. Et donc, Togalok, c'est clairement, je pense, un amateur d'Airbus, une fonctionnalité qui permet de sauver des vies dans certaines situations critiques de vol. Bonjour aussi à Fab Morlon. Alors Fab Morlon, il fait partie de l'équipe d'Aérobuzz. C'est un des piliers, un des journalistes depuis la création d'Aérobuzz en 2009. Il y a 15 ans. Et Fabrice est également formateur au BIA. Donc il est pilote en aéroclub, il est pilote professionnel et il est comme toi, il est dans la transmission. Ouais. Tu disais que tu avais donc presque 10 000 heures de vol au total entre Boeing et Airbus. Alors comment es-tu arrivé à l'aéronautique ? Toi aussi, tu es arrivé par le BIA ? Alors malheureusement non. Et c'est peut-être une frustration qui m'a conduit à vouloir le partager davantage avec les jeunes. Moi, il n'y avait pas du tout, en tout cas ça existait, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à moi. Donc moi, en fait, j'ai intégré un lycée militaire à l'âge de 14 ans pour faire donc c'était à Bourges à l'époque. Et dans ce lycée, en fait, la seule chose qui m'a motivé véritablement, c'est qu'il y avait une filière qui nous permettait de devenir ingénieur, et ce qu'on appelle pilote corps technique du ministère de la Défense. Donc j'ai fait ma seconde, ma première, ma terminale, mon bac comme tout le monde. Et puis j'ai intégré des écoles militaires qui m'ont permis à la fois d'avoir un diplôme dans un premier temps de technicien puis d'ingénieur militaire et d'obtenir une licence de pilote militaire. Donc ça, c'est ce qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier de l'aviation. Et tu as fait ça où ? Dans quelle école ? Le lycée militaire, donc la première partie, c'était à Bourges jusqu'au bac. Et ensuite, le ministère de la Défense a sous-traité notre formation à l'université Paris 10 pour avoir une licence aéronautique, exactement une licence des conceptions structures aérospatiales. Et ensuite, la partie militaire a été faite dans différents centres, notamment à Brest, où il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ANSIETA. Mais donc, tu étais militaire alors ? Alors, je suis rentré dans un premier temps comme civil. J'ai été technicien et ensuite ingénieur civil du ministère de la Défense. Et ensuite, par concours, au sein même du ministère, je suis passé de civil à militaire. Voilà. La particularité, c'est que même en étant civil du ministère de la Défense, j'étais ce qu'on appelle pilote corps technique du ministère de la Défense sur des petits avions militaires. Tu as volé sur quoi au début de ta carrière ? J'ai volé sur des petits avions de liaison parce que ça se faisait dans du temps. Notre métier principal n'étant pas d'être ni pilote, ni navigateur, ni opérationnel, j'ai envie de dire, de l'armée de l'air ou de la marine. On volait de l'ordre d'une journée par semaine. Et j'ai volé sur des HR-100, j'ai volé sur du Baron 58, du Cessna 310, un petit peu de TBM et un petit peu d'Alpha Jet à la fin. Quel était ton métier principal alors, si c'était pas pilote ?
Exactement. Donc le métier principal au sein du ministère de la Défense, plus exactement, il y a plusieurs armées que tout le monde connaît, mais c'est vrai qu'il y a tout un nombre de forces au sein du ministère de la Défense. Il y a la marine, l'armée de terre, mais également la gendarmerie. Et il y en a une autre qui s'appelle la Direction générale pour l'armement. Alors elle change de nom tous les 10 ans, donc Direction Délégation générale pour l'armement. DGA. Exactement, DGA. Et qui a pour vocation... À nouveau, ces missions également évoluent au fil des lois de programmation militaire, mais qui globalement a pour objectif de mettre en place des nouveaux systèmes pour toutes les forces, de les tester, de les certifier et de faire de la recherche et développement pour que nos armées soient le plus opérationnelles possible. Et donc, du coup, tu as travaillé sur quel projet alors ? Alors, j'ai fait 15 ans au sein de la DGA en tant qu'ingénieur et en tant que pilote, en tant que technicien et ingénieur. Donc, je veux dire, les trois grands métiers les trois grosses missions sur lesquelles j'ai travaillé, c'est la capacité air-sol des Jaguars et des Mirage F1 pendant la guerre des Balkans. Ça, c'est quand je suis sorti d'école. 1999, c'est la crise des Balkans. Et il a fallu armer nos forces très rapidement de capacités de tir ciblées. Donc, c'est ce qu'on appelle des bombes avec des guidages laser. C'était relativement nouveau pour pouvoir aller toucher des cibles militaires sans impacter les civils. Ça, c'était la première mission. Ensuite, je suis devenu architecte de marque et j'ai contribué à toute la rénovation avionique des ravitailleurs en vol, donc les C-135, les KC-135. Donc ça, c'était une mission importante parce que nos avions, malheureusement, militaires, naviguent dans l'espace aérien civil et ils n'étaient plus du tout compliant, comme on dit en anglais. Donc il a fallu les mettre à jour pour qu'ils puissent quand même s'intégrer dans le trafic aérien commercial. Ça, c'était la deuxième grosse mission. Et ça a emmené sur une troisième grosse mission. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de militaires qui sont contents aujourd'hui. Ça a été de défendre auprès du ministre de la Défense à l'époque, au travers d'une analyse de risque qui a duré quasiment 2 ans, le fait qu'on devait redevenir souverain sur justement la partie ravitailleur en vol, et notamment en intégrant des Airbus MRTT dans nos forces. Parce que le KC-135 et le C-135... c'est un avion Boeing, c'est un avion américain. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, l'un des maillons de notre chaîne de projection sur des théâtres d'opération n'était pas maîtrisé complètement puisqu'il n'appartient pas à la France. Le faire revenir chez Airbus a été une de mes missions et on a réussi. Donc, alors, justement, la semaine dernière, à ta place, on avait avec nous le général Thomas qui a commandé donc, l'opération Pégase cette année. Et donc, vraiment, ce qui ressortait des explications qu'il nous a données, c'est effectivement qu'aujourd'hui, quand l'armée de l'air se projette comme ça à l'autre bout du monde, c'est tout un ensemble cohérent. C'est-à-dire qu'autour du Rafale, tu as un A330, un Airbus, donc MRTT, qui fait du ravitaillement, du transport aussi. Et puis, il y a la 400M qui, lui aussi, fait du transport. Donc, c'est vraiment un ensemble cohérent maintenant. Tout à fait, exactement. C'est tout un ensemble cohérent. J'ai envie de dire, c'est une collaboration très très proche. Il ne faut pas oublier non plus la partie militaire, la partie communication, la partie sécurité qui prend de plus en plus de place et qui permet de projeter nos forces et maîtriser à chaque étape de cette projection, être souverain, c'était fondamental. Alors effectivement, pour rebondir un petit peu aussi sur le sujet initial, je dis souvent, quand j'étais militaire, on disait, pour faire voler un avion, il faut toute une armée. Et c'est vrai que dans la projection de l'exercice Pégase, on le voit bien. Nous, on voit effectivement la finalité, c'est le pilote qui est arrivé là-bas, mais toutes les équipes qui sont au sol, en l'air, pour accompagner cette mission. Et alors donc, 15 ans dans l'armée. Oui. Et à la fin... Alors, malheureusement, entre guillemets, donc, l'idée aussi de la DGA, c'était de se dire pour concevoir ou pour défendre ou pour certifier des appareils militaires, des aéronefs militaires, autant avoir des ingénieurs qui savent de quoi ils parlent. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de bonnes idées dans nos gouvernements, mais celle-ci en est une bonne, puisque effectivement, le fait d'être pilote corps technique militaire a permis à mon corps et à tous les corps qui avaient cette dualité, j'ai envie de dire, de proposer et de comprendre en fait les vrais besoins des opérationnels. Un pilote qui est ingénieur sera un meilleur pilote, un ingénieur qui est pilote sera un meilleur ingénieur. Et puis malheureusement, dans ces années-là, c'est en 2007-2008, il y a eu la crise financière dans un premier temps. Mais au-delà de ça, je pense que les armées, le ministère de la Défense, était en chute libre en termes de budget parce que dans l'esprit des gens, il n'était pas question d'une troisième guerre mondiale. Ouais. On était clairement dans un désarmement au niveau international, en tout cas une volonté vraiment que tous les pays se désarment, au moins sur le papier. La France l'a appliqué.
donc à réduire le pourcentage du produit industriel brut sur l'investissement dans les armées. Ça veut dire qu'on avait beaucoup moins de missions intéressantes, ça veut dire qu'on volait beaucoup moins, ça veut dire que le métier, finalement, notre aspiration à quand même maintenir un certain niveau de la France était en chute libre. Et donc c'est un moment de ma vie où je me suis dit, eh bien, peut-être que pendant 15 ans, j'ai fait 80% de travail au sol et 20% dans l'air, eh ben, je vais faire l'inverse, je vais faire 80% en l'air et 20% au sol. Et j'ai démissionné, puisque j'étais officier. Donc M. Jacques Chirac a signé une belle lettre, comme pour tous les officiers, et j'ai démissionné pour rentrer en compagnie aérienne. Tu parles de 2007-2008, c'est aussi une période où le transport aérien ne se portait pas très très bien, là, et où les embauches étaient vraiment au ralenti. Là, on rentre, à partir de 2009, on rentre dans la période où là, les compagnies n'embauchent plus. Exactement. Donc moi, j'ai démissionné en 2008. Alors tout le monde m'a traité de fou au ministère de la Défense. On m'a dit c'est la crise financière. Qu'est-ce que tu vas faire dans le... Et en plus de ça, j'ai démissionné pour postuler dans une entreprise, une compagnie aérienne qui sortait un petit peu de nulle part, bleu et jaune, et qui est basée en Irlande pour les amateurs. Et alors là, on m'a dit, alors non seulement tu démissionnes d'un poste d'officier au ministère de la Défense avec une carrière toute déroulée, pour aller dans une compagnie low cost irlandaise douteuse. Donc là, je pense que j'ai perdu ma crédibilité. Voilà. Et tu es rentré donc dans cette compagnie irlandaise dont on ne donnera pas le nom, mais on parlera juste de son patron, Michael O'Leary. Tu passes de Chirac à O'Leary, toi. Exactement. Donc là, ça a été le choc total. La transition complètement absolue entre cette compagnie. Mais finalement, je me suis assez retrouvé, notamment au début, parce qu'il y a dans cette première entreprise, finalement, un aspect un petit peu commercial que je découvrais. Ouais. On n'avait pas du tout au ministère de la Défense. Quand tu dis un petit peu... effectivement, ça s'appelle un euphémisme. C'est un euphémisme, tout à fait. Un petit peu commercial, mais une organisation derrière très militaire. Et donc c'était intéressant de voir la combinaison des deux, puisque moi j'avais l'organisation militaire au sein d'une mission de souveraineté, finalement pour défendre les Français et nos intérêts à l'étranger. Et là c'était finalement une organisation militaire pour faire de l'argent et proposer des billets. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc tu rentres en quelle année chez Ryanair ? Début 2009. Début 2009. Là, il a fallu avant que tu passes ta qualification type sur Boeing 737. Exactement. Donc, et ça, c'est à tes frais ? Exactement. Alors ça, je l'ai fait effectivement à mes frais. Donc moi, j'avais au niveau militaire, j'avais absolument toutes mes licences. Par contre, je ne volais pas sur Boeing 737, évidemment. Mais à l'époque, les licences militaires pouvaient être converties dans le civil ou c'était pas Non, c'était pas automatique. C'était pas encore automatique. Aujourd'hui, ça, c'est automatique. Exactement. Notamment les pilotes d'A400M ou d'A350. Alors pour eux, c'est très facile. C'est facile. Oui. Ils ont une licence de pilote de ligne facilement civile. Tandis que toi, il fallait refaire toutes les... Alors pas tout à fait tout, hein, mais un certain nombre, il a fallu que je convertisse mes licences militaires en licences civiles. Donc, puis à l'époque, on ne parlait pas d'ATPL, on parlait de pilote de ligne théorique. Donc il y a un certain nombre d'examens que j'ai dû refaire. Mais on va dire le gros de la formation, il était quand même présent avec les licences militaires. Donc il y a juste eu à faire une conversion de licence militaire en licence civile, en licence CPL aujourd'hui. Et ensuite, il a fallu que je passe une QT, évidemment, sur Boeing 737. Donc, à tes frais. À mes frais, voilà. Exactement. Tu l'as fait où East Midlands, donc c'est au milieu de nulle part en Angleterre, donc entre Birmingham et puis Oxford, en gros. Voilà, donc vraiment au milieu de nulle part, mais avec une très très bonne formation, très intéressant. Et puis un premier passage sur un avion JAR 25 ou CS-25 maintenant. Donc une belle expérience dans cet organisme de formation. Et ta première base, elle était où ? Alors, ma première base a été en Espagne. Donc, à l'issue de cette formation, je suis parti en Espagne, en gros à 1 heure au sud de Barcelone, pour opérer le 737. Ayant eu aussi pas mal d'expérience militaire, j'ai dû attendre juste 2 ans, le temps d'avoir 1500 heures de vol sur un appareil de type CS-25 pour passer commandant de bord. Donc, je suis rentré comme copilote pendant 2 ans, le temps d'avoir l'expérience sur un avion de transport public. Et ensuite, je suis passé commandant de bord. Mais donc, ça a été relativement rapide quand même. Ça a été très rapide. Ouais. C'était vraiment juste la formalité d'avoir les heures au niveau légal pour pouvoir
devenir commandant. D'accord. Et donc, à l'époque, tu n'étais pas salarié, tu avais quoi, un statut d'auto-entrepreneur parce qu'à l'époque, c'était comme ça, hein, chez À l'époque, Ryanair. j'ai eu un statut de l'équivalent d'auto-entrepreneur pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un vrai contrat. D'accord. Voilà. Le fait d'être commandant de bord, ça a déclenché le contrat ou oui, puis à ma demande aussi, le plus tôt possible, il y avait un certain pourcentage des employés de cette compagnie qui pouvaient avoir un vrai contrat, donc ce que j'ai demandé assez rapidement. Tu as fait quelle base? Parce que je sais aussi que quand il y a des bases saisonnières, et quand on ferme une base, notamment les bases estivales, oui. il faut les pilotes et même les PNC sont dispatchés un peu partout. Exactement. Alors j'ai fait 2 ans exactement, donc à 1 heure à Reus, c'est au sud de Barcelone en gros, à 1 heure de route de Barcelone. Ensuite, effectivement, cette base, malheureusement, c'était un vrai paradis sur terre, une très belle destination. Je vous le recommande pour partir en vacances. Reus, et juste à côté, il y a Tarragone, et voilà, c'est vraiment une zone qui est à Castelldefels, au sud de Castelldefels. C'est une zone très agréable. Et au bout de 2 ans, ils ont fermé la base et je me suis retrouvé à Barcelone. Alors Barcelone, sur le papier, ça pouvait être un petit peu glamour, entre guillemets, mais il reste que mes années à Reus étaient encore plus agréables. Un aéroclub avec des Boeing, donc ça c'était agréable. Et ensuite, je suis allé à Barcelone. Donc là, je suis resté quelques années. Et ensuite, j'ai fait une petite escale à Marseille, quand la base de Marseille a réouvert. Et tu as quitté Ryanair en quelle année? Et ensuite, j'ai quitté Ryanair en 2015, fin 2015. EasyJet a ouvert une base sur Barcelone. Et il y avait des postes pour des commandants, donc ce qu'on appelle un Direct Entry Captain, donc des commandants qui prennent une position directement d'une compagnie aérienne pour aller dans une autre compagnie aérienne. Moi, ce qui m'intéressait fortement. Et donc, premièrement, de rejoindre EasyJet sur la même base de Barcelone, et deuxièmement, ça me permettait de changer de machine, de passer de Boeing à Togaloc pour notre ami. Et donc, tu retiens quoi de cette époque Ryanair? Bon, vu de l'extérieur, quand on en parle, en général, il y a beaucoup de critiques. Hein. Mais quand on en parle avec les pilotes, c'est pas toujours, c'est pas le même son de cloche. Donc toi, tu en retiens quoi, toi? Moi, j'en retiens. Ryanair est aussi mauvaise commercialement et socialement qu'elle est extrêmement performante en termes de training et en termes opérationnels avec ses pilotes. C'est-à-dire, c'est un petit peu le grand écart. J'ai trouvé que l'organisation et les opérations mises en place et la qualité de formation des personnels navigants étaient vraiment d'un très très bon niveau. Et à l'inverse, le côté social et le côté, envie de dire, un petit peu agressif aussi commercialement est relativement désagréable. Et puis le non-respect des passagers, le non-respect du droit, au sens très large du droit européen, que ce soit pour les passagers mais que pour les employés, ça c'est quelque chose qui est très pénible et qui clairement m'a fait partir de cette compagnie. D'accord. Et donc, quand tu es arrivé chez EasyJet, la qualification de type sur Airbus A320, c'est toi qui l'as payé ou c'est EasyJet? Non, c'est EasyJet qui l'a payé. D'accord. Donc là, on n'est déjà plus dans le même type de compagnie. Là. On n'est pas du tout dans le même type de compagnie. Donc EasyJet, c'est vraiment le changement total. EasyJet, c'est une compagnie qui abat ses cartes sur table, qui est réglo vis-à-vis de tout l'environnement légal, de tout l'environnement social, et qui est respectueux de ses employés. Et j'ai envie de dire aussi, ça doit se voir aussi vis-à-vis de la clientèle. Donc là, ça se voit dès le départ avec une intégration, avec l'hébergement qui est pris en charge par EasyJet, alors que chez Ryanair, c'est aux pilotes d'assurer leur propre logement. Donc côté EasyJet, on rentre dans des standards français, j'ai envie de dire européens, j'espère que dans l'Europe ça devrait être ça. L'Irlande faisant un peu exception, vraiment très très bien accueilli. Oui, parce que là donc, tu es passé du contrat donc, d'auto-entrepreneur au début de ta carrière à vraiment là un contrat de travail de droit français. Oui, alors clairement chez EasyJet, il n'y a pas de notion d'auto-entrepreneur. Tout le monde a un CDD ou un CDI, mais c'est quelque chose d'extrêmement encadré. Il y a un service de ressources humaines en France, il y a des bases en France, tout est extrêmement clair et juste. Là, tu y es depuis donc... Depuis 2016. Et tu es basé où? Et je suis basé, alors là si on me demande à l'instant T, je suis basé à Nice. Voilà. À l'instant T? Pourquoi tu dis à l'instant T? Non, parce que tu vas peut-être changer de base? Alors déjà, parce que le métier de pilote nous invite à voyager quand même. Ouais. Pour l'instant, je suis très très bien à Nice.
Mais j'ai fait évidemment un petit passage à Barcelone, puisque ma transition entre cette compagnie irlandaise et EasyJet, je suis resté à Barcelone. J'ai fait un petit passage à Toulouse, qui est une ville magnifique, et je regrette qu'on n'y soit plus, malheureusement. Mhm. Et puis donc aujourd'hui, je suis à Nice. D'accord. Mais donc, tu es à Nice depuis combien de temps? Depuis 2021. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça date pas de la décision d'EasyJet, la décision la semaine dernière de fermer la base. Donc, Non. pour l'instant, le personnel de la base n'est pas encore dispatché. Les Alors, avions non plus. À ma connaissance, alors là, j'ai pas d'informations là-dessus. Je sais juste que ça a été annoncé dans la presse que la base allait fermer, que les avions allaient être redéployés sur Lyon et sur Orly. Pour le reste, j'en sais pas plus. Une belle carrière. Tu as combien d'heures de vol aujourd'hui? Eh bien, bientôt 10 000. Donc, il faudra que je revienne fêter ça. Ah bah, avec plaisir, là. Donc, c'est noté. Je ferai un petit post. On a le chat qui est témoin. Donc, Exactement. On viendra fêter les 10 000 heures ici sur le plateau. Comment, toi, tu es venu à t'intéresser au BIA? À l'époque où tu t'es intéressé, c'était quand? Tu étais où? Tu étais encore chez Militaire, Ryanair, EasyJet? Tu étais où? Quand justement j'étais jeune ingénieur à la direction générale pour l'armement, eh bien ceux qui avaient une appétence, je veux dire pédagogique, on pouvait intervenir dans des écoles d'ingénieurs pour donner des cours. Donc moi, c'est assez rapidement, c'est quelque chose que l'on m'a proposé, et probablement parce que j'avais cet intérêt, ou en tout cas ça se sentait que j'avais envie de partager mes connaissances, et je suis allé donner un cours de mécanique des fluides dans le sud de Paris, à Sceaux, à l'école polytechnique féminine de Sceaux. Un cours de mécanique des fluides avec un camarade qui est adorable. En revanche, les élèves, en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je parle de ça, on est en 99-2000, c'était vraiment... il n'y avait pas encore tous ces moyens de communication, mais les jeunes communiquaient d'une autre manière, et en fait, chaque promotion se passait le mot, le cours de mécanique des fluides, vous allez voir, c'est le cours le plus rébarbatif que vous avez à l'EPF. Bon courage. Donc en gros, c'était le mot que se passaient les élèves d'une année sur l'autre. Et donc moi, je suis arrivé avec mon collègue qui donnait les cours théoriques. Puis évidemment, ayant un petit peu une petite couleur aéronautique, je me suis dit la mécanique des fluides, c'est sympa en théorie, mais pourquoi pas l'agrémenter de petits exemples, des applicatifs qui sont liés à l'aérodynamique, à un fluide qui est l'air plutôt que n'importe quel fluide, comme notre tasse d'eau, des exemples un peu plus concrets. Et en fait, au bout de 3-4 séances, les élèves sont venus voir et m'ont dit, écoutez, Monsieur Noël, on nous avait dit, en tout cas les élèves précédents nous avaient dit que ce cours allait être le cours le plus mortel de nos 5 années à l'EPF, et en fait, c'est juste fantastique. Et on s'est un peu renseigné sur vous, on a appris que vous étiez pilote au ministère de la Défense. On veut que vous nous montiez un cours de découverte aéronautique parce que c'est vraiment bien. Écoutez, je dis, ça me fait plaisir. Et puis allons-y, bingo. Et donc l'année suivante, avec leur association étudiante qui s'appelle EuroAvia, on a mis en place une formation au brevet d'initiation aéronautique au sein de l'EPF. Et je suis en contact d'ailleurs avec encore des élèves qui sont maintenant chez Dassault, chez Airbus, etc. Et c'est comme ça que le BIA est né, initialement donc en 2005, au travers d'une association. Au départ, on était une association pour le partager avec ces jeunes, mais à nouveau en apportant de la passion, en apportant de la pédagogie et en apportant de la justesse avec cette formation. Et alors, tu le définirais comment, toi, le BIA? Le BIA, je dirais que c'est une opportunité pour toutes et tous de se faire une idée plus juste du monde aéronautique, d'aller au-delà un petit peu des préjugés qu'on peut avoir en regardant 2-3 minutes sur Instagram, sur Facebook, en discutant avec quelqu'un qui s'y connaît mais pas trop. Pour moi, c'est une immersion dans un programme qui dure en général quasiment une année, quels que soient les formats, pour vraiment comprendre tout ce qu'on peut faire dans l'aviation. Voilà, à l'image de l'armée de l'air tout à l'heure dont on parlait, souvent on voit que le Rafale qui est arrivé au fin fond de l'Australie. Il y a tout un monde, il y a tout un écosystème autour de cela, et le brevet d'initiation aéronautique qui permet de le découvrir. Et la deuxième chose que ça apporte, c'est que ça apporte une justification pour les élèves. Parce que tout le monde peut dire « j'aime l'aéronautique », mais tout le monde ne peut pas dire « j'ai un BIA, je l'ai réussi avec telle mention, donc je suis en mesure de prouver que effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse », c'est-à-dire la justification. Donc pour moi, c'est le point de départ, probablement, d'une très belle aventure dans l'aviation, quel que soit le secteur, l'ingénierie, le commerce, le pilotage, les avocats, la médecine. On a des médecins aéronautiques, donc il y a une multitude de métiers, toute une famille qui gravite autour de cela. Et le brevet d'initiation aéronautique, c'est la première étape, c'est l'étape clé.
J'aurais pas donné une plus belle définition du BIA. Alors ce BIA, il s'adresse à qui? Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un diplôme académique qui est reconnu par l'éducation nationale. A priori, ça s'adresse en premier lieu à des élèves. À quel niveau? Alors, je ne veux pas couper les ailes parce que souvent on a la question. Le brevet d'initiation aéronautique, il n'y a pas de limite entre guillemets d'âge. Ouais. Donc dans l'absolu, on pourrait dire de 7 ans jusqu'à 77 ans. Il reste que, idéalement pour les jeunes, c'est de le faire dans une phase où ils sont relativement disponibles. Et comme ça leur ouvre des portes, ça leur permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et éventuellement des opportunités qui vont se présenter à eux pour leurs études ou pour éventuellement un futur métier, le mieux c'est de le faire dans une phase où ils sont encore en orientation. Donc je dirais la meilleure période c'est 3e, seconde. Parce que à partir de la première et de la terminale, ils sont dans Parcoursup, ils sont dans les épreuves anticipées du baccalauréat, et donc il faut qu'ils gèrent leurs priorités d'une certaine manière. Et lorsqu'ils sont avant, même si on est passionné en 4e, en 5e, etc., on est encore dans le domaine de l'enfance. Certains sont très matures, arrivent à se projeter, mais c'est pas la norme. Donc d'une manière générale, j'ai envie de dire le meilleur âge, c'est 3e, seconde. Le meilleur, si vraiment on veut affiner, étant la seconde. La seconde, c'est la seule classe qui est une classe d'orientation qui définit les choix et les options qui vont être choisis pour la première et à la fin de laquelle il n'y a pas d'examen. 3e, il y a le DNB, le diplôme national du brevet. La seconde, il n'y a rien. Et tout le reste, il y aura toujours des épreuves. Donc la seconde, c'est l'idéal. Et donc, chaque année, c'est à peu près 20 000 élèves qui préparent le BIA, c'est ça? Alors, je n'ai pas tous les chiffres, les derniers chiffres nationaux, mais je pense qu'on est dans cette ordre de grandeur. Ça, ouais. De l'ordre de 20 000, c'est un chiffre qui augmente aussi régulièrement. Donc ça, c'est très bien, grâce justement à la participation de plusieurs entités pour y arriver. J'avais noté qu'en 2015, il y avait 11 000 candidats au BIA. C'est vrai que trouver des chiffres sur le BIA, c'est presque mission impossible. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tous les cas, aujourd'hui, à peu près, quand on recoupe les informations qui viennent des fédérations, on arrive à peu près à 20 000. Ça veut dire qu'en l'espace de 10 ans, on a doublé le nombre. Oui. Et c'est une bonne chose, je pense qu'on n'y est pas pour rien non plus, donc tant mieux. Et tant mieux, j'ai envie de dire, finalement, la France aussi, c'est un pays aéronautique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est quelque chose, au fur et à mesure de mes voyages, où je me suis aperçu d'une certaine manière qu'on a un peu effacé l'histoire. Et aujourd'hui, on dit que l'aviation est née en 1903 avec les frères Wright, ça veut dire qu'on a écrasé d'une certaine manière, de façon internationale, tout ce qui a été fait par la France. La France, c'est un grand pays aéronautique et on a volé bien avant ça, même si ça n'a pas été reconnu, certifié au sens international. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de replacer la France et la nation et notre État, justement au sein de l'histoire aéronautique, mais pas uniquement française, mais mondiale. Voilà. Souvent, on nous dit, finalement, on ne voit pas la France comme un pays aussi aéronautique. Ou on nous dit, Airbus, c'est pas français, c'est européen. Alors, je ne nie pas du tout... l'impact européen, l'emprise européenne d'Airbus, mais historiquement, il y a quand même une belle emprise en France. Il y a une remarque de la zone aéro, salut Seb. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui surfent là-dessus et qui ne rendent pas une très bonne image du secteur. Tu partages, j'imagine, cette... D'influenceurs sur l'aviation en général. Oui. Alors exactement, en fait, c'est très facile de faire des raccourcis. Et l'aéronautique, ça reste quand même un monde compliqué, ne serait-ce que l'année de BIA, les élèves se rendent compte quand même de la complexité du monde de l'aéronautique, mais c'est ce qui le rend passionnant. Malheureusement, c'est effectivement quand on n'est pas un expert et qu'on rentre sur ce sujet-là, on peut rapidement dire des bêtises, ou alors mal renseigner les gens, voire même, ça peut avoir un aspect encore plus négatif, on peut faire de l'aviation bashing et ne pas mesurer qu'en fait les aviateurs sont quand même des pionniers. Moi, ce que je rappelle souvent, c'est que les premiers aviateurs qui ont essayé de voler, ils avaient vraiment une mission de pionnier qui est faite pour l'homme et pour notre planète. Aujourd'hui, on se rend compte évidemment qu'on a un impact par exemple sur l'environnement, mais on ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire, la volonté, c'était surtout de rassembler les hommes. Nos auditeurs, tout le monde à relire des ouvrages de Saint-Exupéry, etc., pour se rendre compte de la philosophie de l'aviation, et qui n'a pas disparu. Perso, j'adore demander à mes BIA en début d'année, quand avons-nous fait la première traversée de la Manche par les airs? Ou quand a eu lieu le premier accident de transport passager? Ça permet de bien voir à quel point les gens confondent aéronautique et aviation, même chez ceux qui s'y intéressent déjà.
C'est vrai que le BIA, c'est une manière de remettre un peu les idées en place pour ceux qui s'intéressent déjà, et puis pour les autres, d'acquérir une certaine culture. Ah oui, complètement. En fait, on n'imagine pas à l'échelle de l'humanité, finalement. Ça fait un peu plus de 120 ans qu'effectivement l'homme avec un grand H vole, mais on ne se rend pas vraiment compte de toutes les étapes qui ont été franchies pour arriver aujourd'hui à une aviation relativement sûre. Je pense qu'aujourd'hui, j'en discutais avec Catherine Monoury la semaine dernière, on est vraiment à une période de transition où, j'ai envie de dire, depuis le début de l'humanité jusqu'à 1903, 1897 avec Clément Ader, l'homme qui a rêvé de voler pendant des millions d'années a finalement réussi à quitter le plancher des vaches et à voler. Donc ça, c'est la première période. La deuxième, c'est où on a démocratisé l'aviation, entre donc, la fin du 19e siècle et puis le début du 21e. Et puis là, on rentre dans la troisième phase, où on se rend compte quand même de notre impact, et qu'on est vraiment dans une démarche, mais qui est déjà anticipée, qui est déjà actée par le secteur aéronautique, de faire en sorte que notre voyage soit plus vertueux, vraiment compatible avec le respect du monde du vivant. Et là, on est vraiment dans cette transition. Un exemple très concret, c'est Elon Musk et SpaceX qui dit pourquoi on va gâcher des fusées, on les lance, on les récupère, on les réutilise. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de Elon Musk, c'est bien d'aller ou pas polluer l'espace, mais la démarche de réutilisation est quelque chose de nouveau dans le secteur aérospatial, et c'est quelque chose qui est encore à travailler dans l'aéronautique, c'est dans l'aviation. Et donc, la vasque des Jeux Olympiques était un joli message qui n'a pas forcément été bien répercuté, parce que beaucoup de commentateurs, de journalistes, de gens célèbres se sont émerveillés devant cette vasque, ce ballon qui s'élevait dans le ciel, sans imaginer que l'aviation a démarré là. Tu penses qu'ils n'avaient pas passé le BIA? Ah bah oui, c'est un manque de culture aéronautique fondamental. C'est comme si en France, je pense que tout le monde connaît, enfin tout le monde, j'ose espérer que tout le monde sait que la France est un pays qui fait du vin et du bon vin, que la France est un pays qui fait du fromage et des bons fromages. J'ai envie de dire, la France c'est un pays aéronautique aussi. Tout le monde devrait le savoir. Et donc il y a certaines dates, certains éléments clés qui devraient faire partie intégrante finalement de notre culture française. Et c'est ce que je défends vraiment avec Ambassadeur. On fait du bon vin, on fait du bon fromage, on fait de la belle aéronautique. Avant de rentrer donc dans le détail du programme du BIA, parce que c'est ça quand même le cœur de notre sujet, c'est de voir en quoi consiste ce BIA. Moi j'ai le sentiment que dans l'aéronautique, il y a... C'est quoi dans l'industrie, c'est 120 000 personnes qui travaillent dans l'industrie aéronautique en France, et à ça se rajoute le transport aérien. Souvent, je suis en face de gens qui ont aucun repère. L'aéronautique a commencé le jour où ils ont signé leur premier contrat pour entrer chez Airbus ou chez... voilà. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ça, parce que l'année dernière, pour la première fois, Airbus a encouragé son personnel, à Toulouse notamment, à suivre la formation du BIA. Donc, on en revient à cette idée de culture. Complètement. Hein, la culture, pour moi, c'est indispensable quand on fait quelque chose. Savoir qu'on s'inscrit dans une continuité. Exactement. En fait, le BIA, il a un intérêt aussi énorme, c'est de désiloter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous met quand même, globalement, dans les organismes dans la formation traditionnelle un peu académique, on a vocation à aller finalement aboutir à un métier bien précis. Alors que finalement, un aviateur et le monde de l'aéronautique, comme je disais tout à l'heure, on doit s'appuyer sur toute une collectivité. Et donc, passer le BIA, ça nous permet de découvrir la météorologie, donc les interactions avec les météorologues, avec les contrôleurs aériens, avec les ingénieurs, avec les techniciens, etc. Et ça permet de comprendre et de mesurer le fait que pour bien faire son métier, il faut comprendre aussi un petit peu, d'une certaine manière, ce que font les autres. Là où nous, l'homme, on est le plus mauvais, on fait vraiment beaucoup de choses très bien, mais quelque chose où on est très très mauvais, c'est la communication. Et si justement on n'arrive pas à comprendre et finalement à communiquer un petit peu ce que l'on fait entre les différents métiers aéronautiques, eh bien, le résultat final n'est pas bon. La plupart des incidents ou des accidents sont liés justement à des ruptures de communication à différents niveaux. Moi, je suis convaincu que le brevet d'initiation aéronautique, par exemple, est un diplôme que toutes les personnes qui sont impliquées à quelque niveau que ce soit dans l'aviation devraient avoir. Ils devraient suivre une formation. On lance avec Ambassadeur, on sera certifié Calliope justement à partir du mois d'octobre, et tous les acteurs de l'aéronautique qui veulent se former pourront le faire.
Et je pense que c'est complètement clé. Au-delà de la formation et du diplôme, c'est surtout aussi de comprendre que la personne, quel que soit le métier aéronautique, à un moment ou à un autre, il a une responsabilité dans la chaîne de sécurité. Et tant qu'on n'a pas fait des formations type BIA, on ne se rend pas trop compte de ça. Je rappelle, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais que le BIA normalement conduit à un vol BIA, et que le vol BIA, il est fait en sorte pour que ce soit sûr. Ce serait dommage de faire que nos jeunes ils fassent de la théorie, puis qu'au final, ils partent en vol et puis que ce soit l'accident. Non, l'objectif, au final, je dis souvent, mon métier de commandant de bord, c'est de transporter de façon sûre, d'un point A à un point B, de la façon la plus économique possible et la plus agréable possible. Mais le premier que j'ai dit, c'est sûr, des passagers. Le BIA, justement. Tu as dit donc c'est un an, en gros, une année scolaire de formation, de septembre. On démarre maintenant, on s'inscrit et on démarre dans le courant du mois de septembre. Et le diplôme est au mois de mai. Qu'est-ce qu'on apprend entre septembre et mai? Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Le programme en général, il est défini par l'Éducation nationale sur un arrêté de 2015, le dernier. Et au programme, clairement, il y a 5 matières. Alors déjà, on parlait d'histoire, c'est très bien. Il y a de l'histoire et de l'aéronautique et de l'aérospatiale. On a de la connaissance des aéronefs, donc c'est tout ce qui est partie instrumentation, structure. On a de la mécanique du vol. On a de la météorologie. On a de la navigation. Et enfin, on a un module d'anglais. Voilà. Donc ça fait au total 5 épreuves, plus une épreuve facultative d'anglais. Donc ça, c'est réparti effectivement globalement de fin septembre, début octobre jusqu'au mois de mai pour les élèves qui suivent la formation. L'ordre de grandeur, c'est une 40aine d'heures de cours, en général, quelle que soit la structure qui donne la formation, une 40aine d'heures de cours pour pouvoir commencer à maîtriser un petit peu le sujet. L'examen ensuite, c'est au mois de mai, et ça a lieu sous forme de QCM. Donc il va y avoir 20 questions par module, il y a les 5 modules que j'ai cités, 20 questions par module, ça fait un total de 100 questions. Et on a un module facultatif qui est le module d'anglais, et lui il est particulier parce que toutes les notes, tous les points qui sont au-dessus de 10 vont être rajoutés aux points des modules obligatoires. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait fait 49 sur 100 sur les 5 premiers modules, il n'a pas son BIA. Parce que la règle, c'est 50, c'est le 10 sur 20, c'est l'éducation nationale, c'est 10 sur 20. Donc un élève qui aurait eu 49 sur 100 sur ces 5 modules n'a pas l'examen BIA. S'il a passé son épreuve facultative et qu'il a eu 9, il n'a pas de points supplémentaires. S'il a passé l'épreuve facultative d'anglais et qu'il a 10, même chose, il n'a pas de points supplémentaires. Mais si jamais il a 11, que se passe-t-il, à ton avis? Et il bascule du bon côté. Exactement. S'il a 11, le point supplémentaire qu'il a eu en anglais, on vient le rajouter à ses 49, du coup il a 50. Alors, c'est un message un petit peu discret pour dire, finalement, l'anglais c'est facultatif, mais c'est pas si facultatif que ça. Donc, 5 modules, une 40aine d'heures de cours. Donc, c'est un diplôme d'éducation nationale. Donc, c'est dans les collèges, dans les lycées qu'on se prépare, que les enfants, les élèves, les lycéens Alors, se préparent. Il y a plusieurs moyens pour se former, bien sûr. Effectivement, ce que je rappelle, c'est que c'est un diplôme de l'éducation nationale qui est délivré par l'éducation nationale et qui est en français. C'est-à-dire que pour d'autres élèves qui veulent aller à l'étranger, c'est un diplôme qui n'est pas connu. Ça, c'est important de le rappeler. Pour se former, on a plusieurs possibilités. Moi, quand j'étais militaire, quand on habite à côté d'une base militaire, parfois on a des militaires qui se mettent à disposition pour intervenir dans des lycées ou dans des collèges pour donner des cours. On a bien entendu certains aéroclubs, beaucoup d'aéroclubs de la Fédération française aéronautique qui proposent des cours au sein de structures. On a une troisième catégorie qui sont certains enseignants de l'éducation nationale qui ont passé un diplôme qui s'appelle le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, qui sont par exemple profs de maths ou profs de physique, et qui vont venir donner des cours dans leur établissement. Et puis on a quelques structures comme Ambassadeur ou comme l'Institut Mermoz par exemple, qui sont des structures alors soit associatives, soit comme nous, un organisme de formation, et qui signent des partenariats ou qui vont mettre en place des cours pour les jeunes. Certains aéroclubs, alors quand je parle d'aéroclub, je parle d'avion, je parle aussi du LM, des centres de vol à voile qui sont impliqués aussi. On peut aussi, donc, tu disais, faire une formation au sein des aéroclubs. Exactement, on a des aéroclubs, des instructeurs
de la FFA qui proposent des cours, par exemple le samedi après-midi, Voilà. ils vont faire un cours BIA avec un instructeur. Voilà, ça arrive régulièrement. Et c'est très bien. Pour certains, on est même support, nous, parce qu'il faut aussi qu'ils aient suffisamment d'instructeurs pour donner les cours. Et puis, c'est que ce soit dans un aéroclub d'avion, mais également dans des clubs plutôt de planeurs ou du LM. Donc, on a ces formations qui sont dispensées, alors c'est 40 heures à peu près, parce qu'il y a aussi un travail personnel, mais les 40 heures de cours en présentiel sont dispensées dans les établissements scolaires ou dans les aéroclubs, tu le disais, donc le mercredi après-midi ou le samedi, ça veut dire en dehors des heures de cours. Ça veut dire que les collégiens ou les lycéens qui décident de préparer le BIA sont hyper motivés. Oui, oui, ça fait partie un petit peu de, quelque part, si on est intéressé par l'aéronautique, mais qu'on se dit « Ah ben non, je vais pas faire 2 heures de plus sur ma classe de 3e ou de seconde », quelqu'un de l'extérieur peut justement se dire « Es-tu vraiment intéressé par l'aéronautique ?» Donc on peut facilement, en tout cas les jeunes d'aujourd'hui, peuvent trouver 2 heures de leur temps qu'ils vont dédier à une activité particulière. C'est peut-être un des bienfaits de l'aéronautique, c'est de canaliser l'énergie de nos jeunes sur un projet vertueux. Mais effectivement. Et est-ce que les classes de BIA sont des regroupements de surdoués ou d'élèves hyper motivés? Dans mon expérience, alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que le brevet d'initiation aéronautique, c'est de l'initiation. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le point de départ. Donc, on peut avoir des élèves qui découvrent, et donc qui forcément, au départ, n'ont pas forcément un très gros niveau, mais qui vont se révéler dans la découverte de ce BIA. Et on peut avoir des élèves qui sont extrêmement avancés, qui s'appellent déjà Togaloc sur leur Instagram, parce qu'ils suivent ta chaîne, ils ont déjà une multitude d'informations, mais ils ont besoin d'aller chercher, peut-être de se confronter aux autres, d'aller chercher un diplôme, d'aller avoir un petit peu plus de concret. Donc on a tout. Moi, ce que je dis, c'est un socle, c'est de la découverte, c'est pour toutes et tous, parce qu'il y a une multitude de métiers à découvrir, et donc on ne peut pas juger tant qu'on n'a pas testé. C'est une petite boîte de chocolat qu'on leur tend pendant une année. Ils les goûtent, ils aiment bien, tant mieux. Ils aiment pas, tant mieux. Au moins, ils ont goûté. Le brevet d'initiation aéronautique, c'est donc un diplôme qui fait référence au monde de l'aéronautique. Et aujourd'hui, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont également, comme l'aéronautique, confrontés à des problèmes de recrutement, qui aimeraient aussi avoir leur propre brevet. Oui. Je pense notamment, je crois que c'est le maritime. Exactement. Donc, nous, on a la chance. La filière aéronautique, dont Aérobuzz est un des acteurs, la filière aéronautique a la chance d'avoir un diplôme qui permet de sensibiliser des collégiens de 13, 14, 15 ans à l'aéronautique. Et je trouve qu'elle fait pas assez d'efforts à ce niveau-là, qu'elle a pas, l'industrie notamment n'a pas conscience de cette chance qu'elle a. Alors oui, effectivement, nous, ce sont les acteurs un petit peu... Les gens qui sont vraiment passionnés, on se sent vraiment délaissés vis-à-vis de l'industrie, des industriels. Je pense qu'ils ratent clairement quelque chose avec ça. C'est-à-dire quand les jeunes pourraient être extrêmement motivés et enclins à rejoindre des industriels avec de l'avenir, s'ils étaient pris entre guillemets en charge beaucoup plus tôt, s'ils étaient beaucoup plus présents. Et il y aurait une vraie synergie, un cercle vertueux à mettre en place avec les industriels aéronautiques dans la formation auprès des jeunes. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et on aurait aussi des gens qui, assez rapidement, seraient beaucoup plus opérationnels rapidement parce que justement, ils ont découvert progressivement la culture aéronautique. Le plus dur, c'est ça, c'est la culture qui doit rentrer progressivement pour avoir les bons réflexes, les bonnes méthodes, les bonnes attitudes. Ce que reprochent les employeurs, tous les employeurs, mais les employeurs aéronautiques aussi, c'est justement cette justesse et ce savoir-être. Et ça fait partie de l'aéronautique. Je dis souvent, quand au BIA, c'est très bien, j'ai eu 12 sur 20, je dis c'est très bien, mais en fait, l'objectif, c'est d'avoir 20 sur 20. Un avion, c'est pas ça vole ou ça vole pas. Il faut que ça vole. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Donc c'est déjà une notion qu'on essaye d'apporter à nos élèves. Donc oui, on aurait vraiment besoin, et je pense que les industriels aéronautiques auraient tout intérêt à ce que ce diplôme soit encore plus valorisé et systématisé. Mais là, il y a du boulot, parce que nous aussi, au niveau d'Aérobuzz, on enfonce le clou, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de répondants. On peut préparer donc le BIA dans un collège, oui, dans un lycée, oui, dans un aéroclub, un centre de vol à voile, un centre du LM, et
Chez Ambassadeur. Ambassadeur, donc, c'est combien d'élèves par an? Alors on forme de l'ordre de 1000 élèves par an. 1000 sur un total de presque 20 000, c'est énorme. Oui, c'est un beau ratio. Parce que ça existe, comme je le disais tout à l'heure, Ambassadeur, ça a été fondé en 2005, donc avec cette histoire justement des jeunes de l'EPF qui voulaient découvrir de façon juste, pertinente et à jour une formation aéronautique. Et depuis, en fait, c'est le bouche à oreille qui nous a conduit à nous développer. Donc cette année, en 2005, on avait 15 élèves. À l'époque, c'était une association, on avait une quinzaine d'élèves. Parmi ces élèves, il y avait le cousin d'un élève qui était lui dans une autre école. Il a passé une année fantastique. Durant l'année, il allait voir son directeur d'école. Il a dit « Je fais cette formation à l'EPF de Sceaux. Il faut absolument qu'on le mette dans notre école. C'est fantastique. » Et puis voilà, ça a fait des petits d'année en année. Et aujourd'hui, on est de l'ordre de 1000 élèves. Et alors, vous êtes structuré comment parce que ces 1000 élèves, ils sont répartis où autour d'un établissement ou sur l'ensemble de la France? Alors, ils sont sur l'ensemble de la France et même dans le monde. Aujourd'hui, on a 2 types de formations. On a ce qu'on appelle du BIA présentiel, qu'on vient faire en nous déplaçant, nous, directement dans un collège ou dans un lycée. Et on a le BIA distanciel, qu'on fait aux 4 coins de la planète, donc pour n'importe qui, n'importe quand, parce qu'on a une multitude d'horaires à proposer, et où là, nos instructeurs sont en ligne. Et donc, le présentiel, essentiellement, c'est sur Paris, en Île-de-France, parce que c'est là où on a le plus gros bassin d'aviateurs, au sens large, donc beaucoup de pilotes, bien sûr, parce que c'est ce qui couvre le plus, mais aussi des ingénieurs et des contrôleurs aériens, civils et militaires. Donc, on a toute une équipe, en fait, d'instructeurs qui se partagent un planning en fonction de leurs activités de vol, leurs activités personnelles, professionnelles, de façon à garantir les cours pour nos élèves. Voilà. Et puis pour le distanciel, c'est la même chose, sauf que nos instructeurs peuvent être en escale à Nice, dans le sud de l'Afrique, n'importe où. Ils sont quand même capables de se connecter et d'assurer les cours. D'accord. Et donc à Paris ou en région parisienne, c'est toujours dans les mêmes endroits? Où est-ce que concrètement vous dispensez ces cours? Alors tous ces cours à Paris, en région parisienne, nous on intervient uniquement dans les lycées privés. Pour une raison très simple, c'est que l'éducation nationale a son propre système et que dans l'éducation nationale, ils mettent en place des professeurs de l'éducation nationale. Dans le privé, eh bien, Ambassadeur Academy est extrêmement présent pour fournir cette formation, venir compléter le programme académique des lycées. Et surtout parce que dans le privé, finalement, ils diversifient, ils apportent une forme de professionnalisme aux élèves, une expertise. Donc tout ce qui est vraiment, qui sort un petit peu du domaine académique, qui est vraiment le cœur de métier de l'éducation au sens large de l'éducation nationale, eh bien dans le privé, en fait, ils préfèrent faire appel à des experts, donc ils ont fait appel à nous. Donc, qui dit privé dit aussi formation payante? Alors exactement. Donc, globalement, pour revenir à l'éducation nationale, les élèves qui veulent s'inscrire, en général, c'est gratuit parce que l'enseignant en fait est payé par le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Lui, il est payé par l'Éducation nationale. L'avantage, c'est que pour les familles qui ont peut-être peu de budget, etc., eh bien, c'est très accessible. Dans les aéroclubs, on a un peu les 2 variantes. C'est-à-dire il y a des aéroclubs qui arrivent à trouver des moyens de financer la formation BIA pour les jeunes. Souvent, quand même, on demande une petite participation parce que ça a l'air de rien, mais il y a quand même des coûts pédagogiques à mettre en place. Et puis nous, effectivement, côté ambassadeur, eh bien, on demande une participation aux familles. Et donc, cette participation, elle est de quel niveau? Alors, la deuxième chose, c'est qu'avec Ambassadeur, on fait plus de 40 heures. On fait 50 heures de cours, plus on a 30 heures d'e-learning. Il y a une multitude d'événements qu'on organise autour. Notamment, on rencontre des parents, les marraines, chaque année, qui soutiennent ce projet. Mais nous, en distanciel, on est à un peu moins de 400 € pour la formation distancielle. En présentiel, on a un petit peu moins de 500 € pour l'année complète. Et à la sortie, les élèves ont leur brevet. Oui. Est-ce que vous savez combien continuent dans l'aéronautique? Ne serait-ce déjà combien s'inscrivent dans un aéroclub, un centre de vol à voile ou un centre d'ULM? Alors on essaye de le suivre, mais c'est très difficile parce qu'en fait, il n'y a pas un effet immédiat. Comme les élèves sont en classe de seconde, le problème des élèves au lycée, finalement, c'est qu'ils ont, entre guillemets, du temps, mais ils n'ont pas l'argent. Ou les parents n'ont pas forcément. Parce que si on s'inscrit en aéroclub, par exemple, ça veut dire qu'on va s'inscrire il y a déjà l'adhésion du club, il y a la licence, ensuite il faut faire les heures de vol. Et donc tout de suite, le budget dont je parlais de 500 € pour une année de BIA,
Je veux dire, c'est quasiment c'est 2 heures de vol et puis c'est terminé. Donc il y a un décalage entre les jeunes qui ont passé le BIA et puis finalement le moment où ils vont passer leur PPL. Les retours, c'est de l'ordre de 5% de gens qui vont vraiment continuer dans l'aéronautique et plutôt côté pilote. Ensuite, qui intègrent vraiment le monde de l'aéronautique, on est plutôt autour de 20%. 20%, donc Ouais. quand même, donc Ouais. c'est quand même un réservoir, un éveil, du moins un révélateur de vocation quand même. Oui, oui, oui. Alors justement, avec Ambassadeur, là, on a un projet qui va naître cette année, c'est fondé en 2005, on arrive en 2025. On va réactiver, entre guillemets, lancer le projet Alumni, et justement faire venir témoigner les élèves, les anciens, créer toute cette communauté d'alumni pour qu'ils viennent témoigner et puis nous raconter un petit peu où ils en sont. Donc ça, c'est le projet de 2025, les alumni. Et ces élèves, dont je me rappelle très bien à l'EPF, qui sont maintenant ingénieurs chez Dassault ou chez Airbus Hélicoptère, à Marignane par exemple, pour ceux avec lesquels je suis encore régulièrement en contact, et ben j'aimerais beaucoup les revoir et puis qui nous rappellent un petit peu ces moments partagés ensemble il y a plus d'une vingtaine d'années. Ulfred, la fille d'une amie, a passé le BIA parce qu'elle était curieuse du domaine. Finalement, elle se dirige vers d'autres études. Mais je la croise désormais régulièrement à La Ferté ou Melun parce qu'elle aime bien les meetings aériens. Ça fait partie aussi de l'essaimage de la bonne parole. Exactement. Alors c'est exactement ça. Ça permet. C'est un âge aussi où les jeunes, hein, quand ils le font en troisième seconde, où ils se cherchent. Et le meilleur, un des moyens, c'est pas le meilleur, mais un des moyens, c'est aussi d'y aller par élimination. On peut être attiré par l'aéronautique, se dire ah oui c'est pour moi. Nous j'ai eu des jeunes régulièrement qui viennent, qui sont extrêmement motivés. Oui je veux être pilote, oui je veux être contrôleur, je veux être ci. Et puis au bout de 2 ou 3 cours, ils se rendent compte qu'en fait il faut travailler, qu'en fait derrière il y a quelque chose qui ne matche pas l'image qui s'était faite du métier de pilote et qui s'arrête. Et je dis tant mieux, parce qu'il vaut mieux s'en rendre compte maintenant plutôt que de s'engager dans une voie dans laquelle finalement on va pas être à l'aise. Voilà. Je disais tout à l'heure, le BIA pour moi c'est vraiment la première étape. L'étape d'après, c'est de passer sa visite médicale pour ceux qui veulent être navigants. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a des élèves qui se lancent même pas dans le BIA, qui se lancent dans des formations parfois aussi payantes et qui s'aperçoivent qu'ils sont pas médicalement aptes à faire le métier. Donc c'est triste un petit peu de perdre son temps. Donc je rebondis beaucoup sur cette question sur ce commentaire de la demoiselle qui a passé son BIA et qui finalement n'y est pas. Je pense que quelque part, elle s'est construite aussi. Elle a peut-être rencontré des gens, discuté d'une façon bienveillante avec d'autres personnes. Elle a probablement passé une très bonne année et maintenant elle a choisi une voie qui est différente, mais qui lui correspond. C'est aussi ça le brevet d'initiation aéronautique. Moi, j'ai eu aussi des retours de professeurs ou d'enseignants du BA qui disaient, pour certains élèves, c'est un déblocage parce qu'ils comprennent à quoi servent les équations qu'on leur apprend en mathématiques, parce qu'ils les voient concrètement, par exemple en aérodynamique. Donc, ça les aide aussi à être meilleurs dans les matières générales. Ah, tout à fait. Nous, alors chez Ambassadeur, on ne donne absolument aucun devoir. C'est les 2 heures de cours par semaine et terminé. Donc nous, on a un programme 2 heures toutes les semaines, évidemment sauf pendant les vacances scolaires, et on s'en tient à ça. Pourquoi? Parce que le cours, on l'a créé nous, et on a fait en sorte qu'il matche effectivement le programme académique. Et tes propos résonnent complètement avec cela, puisque finalement, c'est du gagnant-gagnant. Tout ce qu'on apprend en BIA va nous servir dans les matières académiques, et réciproquement. Et au-delà de cette synergie dans la formation, ça montre aussi, comme tu disais, aux jeunes que tout ce qu'on apprend à l'école, finalement, va servir un jour. Il y a des métiers dans lesquels ça va servir. Donc ça, c'est assez rassurant pour les jeunes, et je pense que ça leur donne l'énergie de continuer, peut-être d'accélérer leur investissement dans les matières académiques. Alors, Franck, mais alors là-dessus, donc il rebondit sur ce qu'on est en train de dire. Tous les ans, on a un ou deux parents qui viennent nous voir à la fin de l'année pour dire qu'ils ont vu la différence sur les notes de leurs gosses en maths et en physique. Voilà, donc CQFD. Femme Morlon, ce que je trouve fantastique aussi, c'est qu'on a toujours 4 ou 5 pages qui accompagnent leurs enfants au cours de BEA et qui finissent par rester et assister aux cours. On parle de cours, et donc qui dit cours dit manuel scolaire. Alors là, donc moi j'en ai apporté 2, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a celui-là qui est fait par Mermoz, donc très très complet, 350 pages avec les 5 domaines.
plus à la sortie les annales, hein, puisque tu disais, hein, c'est un QCM, donc il y a les annales. Là, c'est chez CEPADUS, l'éditeur spécialisé donc, de l'aéronautique, et de certains manuels universitaires. Donc CEPADUS, là, c'est un abécédaire illustré du BIA, mais il y a donc avec 500 entrées, hein, donc je dirais les deux sont complémentaires. Il existe énormément de bouquins pour aider à préparer le BIA. Vous, en tant que structure, école de formation, vous avez votre propre matériel ? Alors effectivement, ça c'est 2 ouvrages clairement que je peux recommander, hein. Les 2 ouvrages que tu as cités qui sont très complets, très intéressants. Nous, au niveau d'Ambassadeur, on a développé en fait nos propres livres de cours, nos propres cours et nos propres livrets de cours. Et on est dans la même chose, on va les mettre à disposition des élèves et de tous ceux qui le souhaitent prochainement dans un petit livre qui sera disponible bientôt. Clairement, le brevet d'initiation aéronautique par l'Institut Mermoz là, est très très bien. Et les 2 sont effectivement très complémentaires. Mais est-ce qu'il existe vraiment l'équivalent en numérique ? Parce qu'aujourd'hui, donc, un collégien qui a 14-15 ans, il passe plus de temps sur les outils numériques que dans les bouquins. Alors nous, chez Ambassadeur, on propose tout le temps les 2. C'est-à-dire que tous nos élèves ont accès à la version numérique. Et ceux qui le souhaitent, ils auront une version imprimée des livrets de cours, donc qui est l'équivalent de ce livre-là. Mais effectivement, on est beaucoup sur le numérique parce que les élèves sont sur leur tablette ou sur leur téléphone et donc il faut qu'ils aient l'information sur ces outils. Ça paraît logique et naturel. Oui. Alors là, on a un petit échange entre Franck May et Ulfred qui nous renvoie à l'aviation populaire. C'est effectivement au moment de l'aviation populaire, hein, les 1936, 38, un brevet, le brevet élémentaire des sports aériens, qui s'était un petit peu perdu et qui a été relancé dans les années 68. En 68. Là, on a lancé le brevet d'initiation aéronautique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas perdu le fil jusqu'à aujourd'hui. On sait que les fédérations sportives aéronautiques, hein, les 3 principales notamment, les aéroclubs, FFA, les ULM, FF Plume, et puis le planeur, FFVP, elles offrent des réductions aux élèves qui ont réussi le BIA et qui voudraient entamer une formation. Vous aussi, ça marche si le BIA est obtenu chez Ambassadeur, ça marche dans les aéroclubs ? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la FFA, on est partenaire de la FFA. Et tous nos élèves, lorsqu'ils sont en formation théorique pour préparer le brevet d'initiation aéronautique, pour préparer l'examen, ils ont la possibilité de réaliser un vol. Donc un vol qui est fait au sein d'un aéroclub partenaire de la FFA et de Ambassadeur, bien sûr. Et ils rentrent dans le programme, ce qu'on appelle le programme Jeunes Ailes, dans lequel ils vont pouvoir faire 1 heure de vol en tant qu'élève pilote aux commandes, avec un instructeur, et donc avoir droit aux bourses qui sont proposées par la FFA. Donc là, je parle spécifiquement de la FFA, et puis de toutes les bourses qui en découlent, qui font partie du programme Objectif Pilote pour avoir son LAPL ou plus tard son PPL. Donc ça fonctionne 100% avec Ambassadeur, bien sûr. On propose ces vols et tous nos élèves ont le droit et peuvent profiter des offres de la FFA, bien sûr. D'accord. Et donc, on sait qu'il y a une partie des élèves du BIA qui continuent l'année suivante dans un aéroclub. Alors, c'est encore peu comme proportion, mais c'est quand même, pour les fédérations, une filière de recrutement. Oui, c'est une filière de recrutement, et j'ai envie de dire, ceux qui clairement continuent et qui s'inscrivent en aéroclub à l'issue du BIA, c'est probablement des élèves qu'il faut soigner parce qu'ils ont un vrai potentiel. Parce que continuer, passer son brevet de pilote privé alors qu'on intègre sa première ou sa terminale et qu'on sait très bien, pour quelqu'un qui veut aller dans l'aéronautique, qu'on va visiter un bac scientifique et très probablement une classe préparatoire pour pouvoir présenter les concours ENAC, Armée de l'air, École de l'air, etc., ou CAD Air France quand ils recrutent, ça veut dire qu'il faut avoir une capacité, démontrer une capacité à s'investir dans sa formation de pilote privé et maintenir son niveau au niveau du cursus académique. Donc j'ai envie de dire, ça devrait même être la priorité des aéroclubs de gérer ces jeunes. Le plus beau témoignage que j'ai eu, il date il n'y a pas plus de 3 semaines,
où un élève ambassadeur, là, qui était agent de Sonsaï à l'époque, a passé son BA avec ambassadeur, s'est inscrit aux Alcyons, donc c'est un aéroclub à l'ouest de Paris, a fait sa terminale au lycée Jean Sonsaï, a passé son PPL, nous envoyait ses vidéos, donc on était tout le temps à le souvenir, il s'appelle Elliot sur Instagram, a fait sa classe préparatoire, et puis vient d'être pris en EPLS à l'ENAC. Et le premier post qu'il fait, c'est « Merci ambassadeur, merci Hugo Noël », très très fier, il a eu je ne sais pas combien de témoignages, et on est vraiment content de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le peu d'élèves peut-être qui s'inscrivent dans les aéroclubs à l'issue d'un BIA devraient être chouchoutés d'une certaine manière. Parce que ça veut dire qu'ils mettent vraiment toute leur énergie, ils croient dans leur projet. Toi, en tant que commandant de bord, tu vois passer dans ton cockpit pas mal de copies, parfois plus ou moins jeunes. Est-ce qu'il y en a certains qui sont passés par le BIA ? Alors oui, j'ai volé et j'ai retrouvé beaucoup de mes anciens élèves, donc ça c'est très très agréable. C'est le problème un petit peu de l'éducation, c'est que chaque année, nous, on a l'impression de rester les mêmes, en réalité on prend une année de plus. Hein. Donc oui, malheureusement, j'ai de mes anciens élèves qui volent avec moi en tant que copilote. Ça me fait vraiment super plaisir. On est à une heure de 25-30 avec lesquels j'ai volé. Donc ça, c'est très, très agréable. Et je vois, pour rebondir un peu à ce qu'on se disait avant, la différence entre des gens qui se sont imprégnés de la culture aéronautique très tôt et qui ont vraiment une belle culture aéronautique, la différence avec ceux qui ont pris une école intégrée et qui finalement ont suivi le programme académique pour devenir pilote, mais qui n'ont pas cette culture générale. Et on voit la différence dans les cockpits. Dommage que l'équivalent n'existe pas en Belgique. Alors tu sais, la Belgique, c'est l'Europe. Tu peux peut-être essayer de lancer le BIA là-bas. Hein. Alors bon courage. Pour répondre peut-être à 0K, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves de ambassadeurs, alors non seulement on prépare le brevet d'initiation aéronautique, mais tous nos élèves qui le souhaitent, ils passent My First Swing in Aviation. C'est-à-dire que nous, on a déposé un diplôme international qu'on fait passer partout dans le monde, et qui est uniquement en anglais. Et l'idée, c'est de dire, la France est un pays aéronautique, on est à l'origine de ça, mais on va le pousser au-delà des frontières en anglais. Et voilà, donc c'est peut-être une solution pour la Belgique de dire, il faut passer My First Swing in Aviation. Et bien voilà, donc 0K, sur ton aéroclub, sur ton terrain, tu peux y aller. J'ai noté aussi, concernant ambassadeur, et ça on voit bien la culture aéronautique, que chaque promotion a son parrain ou sa marraine, et cette année, la marraine de la promotion 2025 d'ambassadeur, c'est Catherine Monory. Catherine Monory. Pourquoi c'est choisir des parrains, des marraines, et comment justement vous arrivez à entretenir la relation entre le parrain ou la marraine et aujourd'hui entre 800 et 1000 élèves? Alors en fait, l'idée nous est venue, on donnait en fait un nom chaque année aux promotions. Donc on avait des noms comme Armstrong, la promotion Saint-Exupéry, etc. Vous les avez eus, vous les avez rencontrés, donc Armstrong et Saint-Exupéry. Oui, c'est un peu ça. Alors le problème, c'était exactement ça. Le problème, c'était que malheureusement, on ne pouvait pas rencontrer ces belles personnes. Et puis à un moment, alors parce que on est toute une équipe, on est au moins une trentaine d'instructeurs actifs à donner des cours pour ambassadeurs. Et on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est plutôt avoir quelqu'un qui est encore là, plutôt que de parler d'une promotion de quelqu'un qui n'est plus là. Et puis ça tombait bien, parce qu'en 2018, c'était les 50 ans du brevet d'initiation aéronautique, et Thomas Pesquet a parrainé cette opération. Ça a été facile de le convaincre ? Alors ça s'est fait au niveau... Nous, entre guillemets, on s'est approprié le parrain, parce que c'était le parrain de tout le BIA, et donc qu'il intervenait pour l'une de nos écoles. Il y a certains de nos élèves qui sont allés faire un vol 0G à Bordeaux avec lui, avant qu'il parte dans l'espace. Donc ça s'est fait naturellement, j'ai envie. Mais c'était surtout les 50 ans du brevet d'initiation aéronautique, et il a parrainé ces 50 ans. Et puis à partir de là, toutes nos promotions ont eu un parrain et une marraine. Et on essaye d'alterner parrain-marraine, justement pour donner aussi, vue de l'extérieur, pour qu'on puisse montrer que c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et les femmes ont leur place dans l'aéronautique, ça c'est indéniable. Tu parles de Catherine Monory, championne du monde de voltige, donc respect, mais il y a plein d'autres, il y a des femmes, brillantes femmes ingénieurs. Un jour, peut-être que Sophie Adenau sera aussi votre marraine. Exactement. Alors Sophie, c'est très
très marrant parce qu'elle allait intervenir pour ambassadeur, je la connais, hein, bien. Et donc juste avant qu'elle parte, justement, qu'elle soit recrutée par l'ESA, eh bien, on était en discussion si on en parlait pour aller donner des cours dans les grandes écoles, hein, parce qu'on fait pas que du BIA, on donne aussi des cours dans des grandes écoles pour qu'elle intervienne. Donc, mais je pense à Mélanie Sanchez, pas mal de gens aussi qui sont dans l'aéronautique et qui sont des femmes et qui sont ingénieurs, qui sont pilotes et qui ont véritablement leur place, plus que leur place. Ça fait partie des innovations. Et tout à l'heure, en buvant le café, là, juste avant, et en mangeant des croissants, on a parlé aussi de ton idée là, de faire rentrer les Lego dans le BIA. Alors là, faut vraiment que tu nous en dises un peu plus. Alors, je sais pas si j'étais inspiré par le joli Lego là, qui est à ma gauche. Le Concorde. Le joli Concorde qui est là. Donc, ça m'a fait penser à ça, effectivement. En prenant le café et les croissants. Alors, moi, je suis... personnellement, j'ai toujours aimé les Lego parce que je trouve que ça permet d'être très créatif, de faire quelque chose avec ses doigts, de construire quelque chose. Et cette année, on en a parlé d'ailleurs avec Catherine Monory, on va lancer un projet. C'est-à-dire que tous nos élèves en formation aéronautique, mais d'autres éventuellement, hein, s'il y en a plein qui sont intéressés, on va se retrouver une fois par mois sur Paris. On va rassembler un certain nombre de Lego, de pièces diverses, n'importe quelle pièce, et on va construire ensemble. L'idée, c'est de construire notre vision du monde aéronautique de demain. Ça va être la guideline, l'idée générale. Ça peut être l'aéroport de demain, ça peut être l'avion de demain, ça peut être le réseau d'infrastructures de demain, le voyage de demain, quelque chose qui soit le plus respectueux possible de notre environnement et qui fasse appel à notre créativité. Et on va le présenter à Catherine, et puis elle nous dira si elle est contente de ses élèves ou pas. Voilà. Et donc ça va s'étaler sur toute l'année ? Exactement. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, on va essayer de se retrouver régulièrement une après-midi sur Paris. Les infos seront sur ambassadeur.net. Et puis les élèves pourront venir nous rejoindre. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas encore où vous allez vous... Si, on sait exactement. Le lieu, ce sera dans le 16e arrondissement, juste à côté de l'Aéroclub de France, puisque Catherine Monory est présidente de l'Aéroclub de France, hein, au-delà de ses titres de championne du monde de voltige. Et puis, il faut rappeler aussi qu'elle a été directrice du musée de l'air et de l'espace. Mais au-delà de cela, donc elle est vraiment juste à côté de l'Aéroclub de France, et nous, on sera juste à côté, dans le 16e. On aura notre petite salle où on pourra laisser nos Legos, où on pourra travailler, se retrouver, et puis construire ce projet sur plusieurs séances. Pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes. Est-ce que les cours ont commencé ou Non, les inscriptions sont toujours ouvertes. Elles courent jusque... Nous, on met une deadline globalement jusqu'à la fin, le 23 septembre. Pour une raison, c'est qu'ensuite, il faut qu'on organise les plannings de cours. Nos instructeurs qui sont en ligne ou qui sont chez Air France, qui sont chez EasyJet, qui sont chez Vueling, chez Volotea, chez Transavia, etc. Il faut qu'on les planifie. Ils ont aussi une vie personnelle et ils viennent faire ça en complément de leur activité pour être le plus juste possible. Donc on se donne une petite semaine pour faire ça. Et surtout, chaque année, on lance la promotion ambassadeur, la promotion Catherine Monory. On fait un événement très important à la Sorbonne. On rassemble tous nos élèves dans l'amphi Richelieu. Je ne sais pas si tu connais, mais qui est un très très bel amphi à la Sorbonne, où la marraine va venir parler à nos élèves, et où le parrain de l'année dernière, qui était Atéchoué, va venir passer le flambeau à Catherine Monory, en disant, voilà, moi j'ai fait mon travail l'année dernière, à toi de t'occuper de la promotion 2025, ambassadeur, et c'est parti. Et ça, c'est quand ? Ça, c'est le samedi 12 octobre 2024 à la Sorbonne. C'est bientôt, pour ça qu'on est un peu dans les starting blocks pour les élèves. Et après, le montage de l'aviation du futur en Lego, oui. ça sera donc quelques semaines après. Alors, ils vont commencer quelques semaines après, et l'idée c'est que lorsque l'année se sera écoulée, que nos élèves auront eu leur BIA, qu'ils auront fait leur vol avec la FFA et les aéroclubs partenaires, eh bien qu'on les retrouve à ce qu'on appelle la graduate party, et qu'ils présentent un petit peu leurs résultats à Catherine Monory. Donc ça, ce sera à nouveau à la Sorbonne, ce sera en octobre 2025, et à ce moment-là, Catherine Monory passera le relais au parrain de la promotion 2026. D'accord. Voilà. Bon, voilà donc une année qui s'annonce passionnante aussi. Oui. Aussi bien pour les élèves que pour les formateurs, je pense. Quand je vois ton sourire quand tu parles de Lego... Alors, de Lego et des jeunes, à chaque fois qui nous rejoignent, qui ont plein d'énergie, moi, je trouve ça fantastique. Donc, de les retrouver, ça nous évite de prendre une année de plus. Moi, je reste lycéen. Jusqu'à la fin de ma vie, ça me va très bien. Je te remercie. Je te souhaite une très très belle année scolaire, Hugo. Merci. Bon retour à Nice et puis bon vol sur la compagnie Orange. C'est ça, exactement. Salut à tous.